Et nous accueillons Manon Aubry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon alors que cet accord se fait attendre entre l'EPS et LFI. Je dis bien l'EPS puisque d'autres formations ont déjà rejoint cette union de la gauche que voulait Jean-Luc Mélenchon. J'accueille Adrienne Breton. Bonjour. Bonjour. Porte-parole et secrétaire générale des engagés membres de la Fondation Jean Jaurès. Et Bruno Cotresse, politologue et chercheur associé au CEVIPOF, nous rejoint dans quelques instants. Question Manon Aubry, est-ce que vous pensiez que ça serait si long, cette arrivée du PS dans cette union de la gauche qui... Alors c'est fait ou c'est pas fait d'ailleurs, tiens? C'est en cours, on y est très proche. On a un accord de principe d'une longue nuit de travail entre la délégation, notre délégation insoumise et la délégation du Parti socialiste sur la répartition des circonscriptions, ce qui est déjà une bonne chose. Il y a quelques détails à finaliser ce matin et puis évidemment un vote du Conseil national du Parti socialiste. Et pour répondre à votre question, non, pour être honnête, je ne pensais pas qu'on passerait autant de jours et de nuits. Ça fait maintenant 10 jours que nous avons démarré ces négociations avec les différentes forces politiques. Qu'est-ce qui bloque le plus ? Évidemment, plusieurs choses. D'abord, d'un point de vue politique, il a fallu apprendre à parler la même langue. On a des cultures différentes entre les socialistes et les insoumis. Moi, je fais partie d'une génération qui n'a pas milité au Parti socialiste. Donc, il faut se retrouver. Souvent, on se retrouve sur certains objectifs politiques. De ce point de vue, le Parti socialiste a évolué aussi en acceptant et en étant sur des positions fermes, en revenant sur les lois travail, en proposant la retraite à 60 ans, en étant prêt à ne pas respecter certaines règles européennes pour mettre en œuvre notre ambition sociale et écologique. Vous dites ça ? Aujourd'hui, le PS est prêt à vous suivre là-dessus ? Bien sûr, ils l'ont dit, ce sont leurs mots, hein. Ils l'ont dit dans une déclaration il y a maintenant de cela quelques jours, qui a été un des éléments qui a ils permis... l'ont dit, ça dépend qui, parce que encore ce matin, Jean-Christophe Cambadélis et d'autres anciens du PS s'insurgent justement contre cela. Bien sûr, et je crois que c'est l'occasion pour le Parti socialiste d'opérer des clarifications, peut-être de faire un aggiornamento aussi de l'époque Hollande, et de se demander aujourd'hui, est-ce qu'ils veulent être une forme de roue de secours de la République En Marche, ou est-ce qu'ils veulent créer un bloc populaire qui est prêt à défendre des ambitions sociales, la diminution du temps de travail. C'est ça aujourd'hui le choix, c'est soit la roue de secours de la République En Marche, soit une union avec la France Insoumise. Je pense, oui, et de ce point de vue-là, je sais que le Parti socialiste a le sens de l'histoire, qu'ils ont participé dans l'histoire à des grandes conquêtes sociales, et je suis heureuse de les retrouver sur ce terrain. Adrienne Breton. Oui, moi je fais partie d'une gauche qui est attachée à un certain nombre de valeurs qui sont malheureusement pas portées par la France Insoumise, donc j'attends de voir le contenu de l'accord, mais c'est vrai que cette notion par exemple de désobéissance européenne est quelque chose personnellement qui me heurte. Je suis pro-européenne comme beaucoup de gens à gauche, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas critique face à l'Union européenne. Moi je pense qu'on peut adresser un certain nombre de critiques à l'Union européenne, on peut aussi chercher d'ailleurs des alliances un peu différentes de l'alliance franco-allemande qui est souvent mise en avant. On a probablement pas mal de points communs avec des pays de l'Europe du Sud, mais mettre en avant d'entrée de jeu une désobéissance européenne, c'est à mon avis se mettre dans une position qui est assez difficile pour ensuite réformer l'Union européenne, parce que l'Union européenne est un 27, donc il faut pouvoir construire. Il y a ça, bien évidemment. Il y a aussi les sujets de laïcité, sur lesquels on a quand même, je pense, une partie de la gauche social-démocrate. On a des différences avec la France Insoumise. Donc moi, j'attends de voir effectivement le contenu de cet accord. Alors on va prendre point par point peut-être. D'abord justement sur la désobéissance européenne pour répondre à Adrienne Breton. Oui, c'est l'occasion je crois, de faire un peu de pédagogie sur cette question. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une décision européenne et que fait l'Union de la gauche? Elle dit non systématiquement? Laissez-moi le prendre dans l'autre sens. Aujourd'hui, le Parti socialiste, comme Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et la France Insoumise sont d'accord sur un certain nombre de points programmatiques. On est d'accord, par exemple, pour faire un grand plan d'investissement écologique dans les énergies renouvelables. On est d'accord, par exemple, pour avoir du fret public, renationaliser le fret et faire en sorte que nos lignes de TER qui conduisent à la fermeture de petites lignes de train, par exemple, ne soient pas privatisées. On est d'accord pour faire des cantines biologiques et locales. Je pourrais vous faire une longue liste. Sur tous ces points, eh bien, on mentirait aux Français si on ne disait pas que c'était en contradiction avec un certain nombre de règles européennes. Le plan d'investissement, c'est contraire à la règle des 3% de déficit. La renationalisation, c'est contraire au droit de la concurrence européen, comme par ailleurs le fait de privilégier des cantines bio et locales et donc de la production locale. Eh bien, nous disons,
soit nous renonçons à notre ambition sociale et écologique, c'est par ailleurs ce qui a été fait dans le passé par une certaine gauche, soit nous disons, eh bien, sur ces règles précises, il ne s'agit pas de désobéir par principe, mais sur ces règles précises, alors nous acceptons de ne pas les respecter. Et vous savez, nous ne sommes pas les seuls, et nous ne serons pas les seuls. Je peux vous prendre l'exemple de l'Espagne, à la suite de l'explosion des prix de l'énergie, il y a de cela quelques mois, a obtenu une dérogation auprès de la Commission européenne qui s'est généralisée pour tous. Même Emmanuel Macron... Mais une dérogation, c'est pas une désobéissance. Oui. Parce qu'ils ont dit, quoi qu'il arrive, nous interviendrons sur le marché de l'énergie pour fixer les prix de l'énergie à la baisse. Je pourrais vous prendre d'autres exemples. En réalité... Emmanuel Macron lui-même désobéit à des règles européennes, ne respecte pas les normes de pollution de l'air. Donc on le voit déjà que, en fait, l'Union européenne est ce qu'on veut en faire. Que tout le monde pense tout bas. L'Union européenne est ce qu'on veut en faire. Et nous, on veut évidemment se donner les moyens de changer les règles pour tout le monde. Mais on ne veut pas être bloqué dans notre ambition sociale et écologique. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que de dire on veut avoir une négociation avec nos partenaires européens sur un certain nombre de règles qu'on considère comme injuste ou plus conforme à l'état de la société aujourd'hui, et dire d'entrée de jeu, on désobéira aux règles européennes. C'est pas la même chose. En fait, on introduit, à partir du moment où on parle de désobéissance européenne, derrière, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qui est sous-entendu, c'est quand même une défiance vis-à-vis des institutions européennes et vis-à-vis de l'Europe. C'est pas la question qui est posée. Et c'est aussi ça qu'entendent nos partenaires européens. Il faut le prendre en compte. On est dans un contexte où on est 27. Donc arriver d'entrée de jeu en disant, en fait, nous, on vous prévient, si les règles ne nous conviennent pas, on désobéira. C'est pas une façon d'avoir une construction. C'est pas une façon d'avoir un dialogue constructif. C'est pourtant comme ça que vous allez faire, Manon Aubry. On applique notre programme. Donc on prend personne en traître. Ce qu'on dit, et je vais vous poser la question. Si jamais vous appliquerez votre programme si une majorité de Français sont à l'aise avec cette notion de désobéissance européenne. Si une majorité de Français, vous avez raison, vote pour les candidats de l'Union populaire au mois de juin prochain. Exactement. Et envoie Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Mais la différence, c'est qu'on prendra personne en traître. Et qu'on dira, on ne veut pas désobéir par principe, mais on ne veut pas être bloqué dans l'application de notre programme. Parce que oui, moi je me souviens d'un François Hollande qui nous a dit qu'il renégocierait les règles européennes. Il n'y est pas parvenu. Chacun jugera s'il l'a vraiment voulu ou pas. Eh bien, nous en donnerons les moyens que, quoi qu'il arrive, nous ne serons pas bloqués dans l'application de notre programme parce que les Français auront voulu cette ambition si les règles évoluent. Bruno Cotresse, qui vient d'arriver. Bonjour. Bonjour. Et à ce moment-là, comment on fait, nous, les Français, quand il y a un autre pays européen qui veut déroger à une règle européenne qui ne leur plaît pas, mais qui nous plaît beaucoup? On peut prendre un exemple très concret qui est souvent mis dans le débat, qui est la question de l'état de droit. Donc le respect des libertés fondamentales, de l'indépendance de la justice. C'est pour ça qu'on a précisé dans notre communiqué commun avec les différentes forces politiques, et on en fera autant avec le Parti socialiste, que nous ne mettons pas sur le même plan les questions sociales et écologiques aux questions des libertés fondamentales et de l'état de droit qui est protégé par l'article 2 du traité de l'Union européenne. Et s'agissant des libertés fondamentales, évidemment, on ne mettra pas ça sur le même plan. Personne ne peut imaginer que nous, forces de gauche, nous remettrions en cause le droit à l'avortement ou l'indépendance de la justice. C'est pour ça que vous avez mentionné qu'il s'agirait surtout des questions économiques et budgétaires. C'est ça, essentiellement ces questions-là. Et d'ailleurs, je le reprends, sur la règle des 3% de déficit, celle qui impose l'austérité et une contrainte budgétaire aux États membres de l'Union européenne. C'est intéressant de voir que sur les 20 dernières années, ces règles ont été violées à 171 reprises, c'est beaucoup, pour 0 sanction. C'est bien la démonstration que c'est plutôt utilisé comme une forme de pression, de chape de plomb sur les États européens. La démonstration que l'Europe sait s'adapter à des situations de crise. Non, cette règle, elle était violée bien avant qu'elle soit suspendue à l'occasion de la crise Covid. Donc c'est plutôt la démonstration que l'Union européenne est une construction politique et qui a été le fruit de rapports de force dans son histoire, et que la France, deuxième économie, si elle veut appliquer un programme de progrès social écologique, alors elle peut s'en donner les moyens. Manon Aubry, comment est-ce qu'on va intégrer les idées du PS? Parce que cette OPA, si je peux l'appeler comme ça, est importante, puisqu'on intègre quand même accessoirement Blum, Jaurès, même François Mitterrand, d'une certaine manière. Ça veut dire qu'aussi on prend en considération Jean-Christophe Cambadélis, qui était ce matin l'invité d'Europe 1 et qui parlait de reddition, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, le slogan dans l'Union de la gauche, c'est Mélenchon, le personnage principal, c'est Mélenchon, le programme, c'est Mélenchon. Qu'est-ce qui reste au PS quand il va y avoir la répartition des circonscriptions? Alors,
D'abord, c'est une discussion programmatique. Et c'est intéressant. Moi, j'ai participé à toutes les négociations. Le Parti socialiste, et ça fait plaisir de les entendre sur le sujet, ont insisté sur des éléments liés au service public. Par exemple, ils ont ajouté un enjeu de un objectif de 0 décrocheur à l'école. Je peux vous donner cet exemple très précis. Donc oui, nous sommes ouverts aux contributions du Parti socialiste. Sur la laïcité aussi, notamment. Sur la laïcité, sur la laïcité, on se retrouve sur la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Et ensuite, je vais répondre à votre autre point sur la question de Jean-Luc Mélenchon et sa place aujourd'hui dans cette campagne. Oui, nous disons très clairement, le Parti socialiste est d'accord avec ça. Si on obtient une majorité à l'Assemblée nationale... Une partie du Parti socialiste est d'accord avec ça. Le Parti socialiste, avec qui nous discutons et qui aura l'occasion de s'exprimer dans son Conseil national. Mais si nous avons comme mot d'ordre Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, c'est une double raison. La première, c'est que c'est évident, si on obtient une majorité à l'Assemblée nationale, et c'est notre objectif collectif, que le Premier ministre sera issu de la formation majoritaire, qui est la France insoumise, mais surtout, on le fait aussi parce que c'est un vecteur puissant de mobilisation. Moi, je vois les gens dans la rue qui viennent m'interpeller et qui ont été déçus à la suite du premier tour. Franchement, quand on était de gauche, c'était un peu la gueule de bois. On a raté de peu le second tour et qui se disent... En fait, il y a un espoir. Il y a un espoir de ne pas se prendre, par exemple, la réforme de la retraite à 65 ans que nous propose et que va mettre en œuvre Emmanuel Macron. Et avec nous, vous le saurez, ce sera la retraite à 60 ans. Et Jean-Luc Mélenchon est, si vous voulez, le catalyseur de cette mobilisation, surtout dans les quartiers populaires, qui se mobilisent parfois souvent moins pour législatives, et c'est un outil dans ce cas. Vous m'avez pas répondu si, dans le partage des circonscriptions, est-ce que le PS va avoir quelque chose à dire, ou est-ce que c'est l'application programmatique, pour reprendre votre mot, de ce que dit Jean-Luc Mélenchon? Alors, je peux vous dire que, d'abord, dans la répartition des circonscriptions, nous avons tenu compte de l'implantation locale et régionale du Parti socialiste. Et de son poids, du coup. Et de son poids, et qu'il aura un nombre de circonscriptions bien supérieur aux résultats qu'ils ont fait au premier tour de l'élection présidentielle. Ensuite, ce qui va nous engager, c'est un programme commun de plusieurs centaines de propositions. C'est ça que nous élaborons en commun, c'est pour ça que ça prend aussi un peu de temps. Après, évidemment, il n'y a pas de mandat impératif sous la Ve République en France, mais ce qui fera notre force, c'est bien ce programme commun. Bruno Cotterêts. C'est sur l'idée du programme commun que j'aurais aimé vous interroger. Au fond, si tout marche conformément à vos espoirs, et que Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre de cohabitation avec Emmanuel Macron. Quels sont les éléments programmatiques entre vous, le Parti socialiste, le Parti communiste, les écologistes, les éléments programmatiques en matière de politique fiscale, de politique budgétaire, sur lesquels vous êtes instantanément prêts à gouverner? C'est-à-dire, les élections ont lieu le 12 et le 19 juin. Imaginons que le 21 juin, vous êtes dans les starting blocks, vous êtes à Matignon, vous siégez ensemble au gouvernement. Qu'est-ce qui se passe sur ces éléments programmatiques qui sont eux, les vrais vecteurs du changement politique que vous voulez introduire? En 1 minute. Vous avez raison et je suis complètement d'accord sur l'importance de ces sujets. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, une des premières choses qu'il ferait s'il était Premier ministre, c'est bloquer les prix des produits de première nécessité, ce qui se fait par un décret. Les prix de l'essence qui ont explosé, de l'énergie, des pâtes, du riz qui sont en train d'exploser. Et puis, nous travaillerons sur une première réforme fiscale dans le cadre ce qu'on appelle un budget rectificatif. Et notamment, nous rétablirions l'impôt de solidarité sur la fortune. Nous supprimerions les autres cadeaux qui ont été faits aux plus riches, et notamment la flat tax. Sur tous ces sujets, nous entendons et nous sommes d'accord de la France insoumise au Parti socialiste. Et je crois que c'est aussi vecteur d'espoir pour tout un peuple de gauche qui a envie de relever la tête au mois de juin. Adrienne Breton. Oui, sur ces sujets, moi qui ne suis pas forcément d'accord avec tout sur la France insoumise, je suis d'accord effectivement sur ces propositions, notamment sur le volet fiscal. Mais tout à l'heure, vous parliez d'un accord, vous demandiez est-ce que le Parti socialiste est d'accord sur le programme avec la France insoumise. C'est bien de parler du Parti socialiste, mais il faut parler aussi des électeurs de gauche. Moi, je dis ça parce que je suis dans un mouvement qui n'est pas affilié au Parti socialiste, qui regroupe des membres qui sont parfois venus du PS, parfois même venus de la France insoumise, parfois qui n'ont jamais été engagés politiquement. Mais il y a aujourd'hui un électorat à gauche qui est quand même perdu politiquement. Une partie de cet électorat a voté utile, a voté Mélenchon, une partie s'est retrouvée dans des votes écolo ou PS. Comment est-ce que vous créez une partie est chez Emmanuel Macron. Ouais. Et en ayant des propositions radicales, et notamment des propositions qui font peur à une partie de l'électorat de centre-gauche sur l'Ukraine, sur la laïcité, sur l'Europe, la gauche prend le risque d'être de façon pérenne
dans une opposition qui n'arrivera pas à arriver au pouvoir. Et c'est là-dessus que moi je regrette que la France Insoumise ne soit pas capable de faire un pas pour aller vers en le 30 PS. secondes, Manon Aubry. Je crois que les 22% de Jean-Luc Mélenchon démontrent qu'il peut réunir largement. Et notre envie, notre conviction pour le mois de juin, c'est de réunir encore plus largement et qu'il peut y avoir une majorité dans ce pays pour défendre l'ensemble de nos propositions, que ce soit, et elles sont communes, que ce soit la retraite à 60 ans. On parlait tout à l'heure des mesures fiscales et la fin des cadeaux fiscaux aux plus riches, du blocage des prix de produits de première nécessité, de la planification écologique pour prendre à bras-le-corps le défi climatique. Et sur tous ces sujets-là, oui, nous pouvons faire preuve d'ambition. J'appellerai pas ça forcément de la radicalité, si ce n'est peut-être la situation de l'urgence sociale et écologique qui soit radicale. Merci Manon Aubry, merci à vous, Adrienne Breton et Bruno Cotresse.